je propose de commencer la table ronde, pas de poursuivre parce qu'on a déjà commencé à Ouais, faire on a parler déjà un peu, commencé, on va poursuivre. ça. Voilà. Et donc j'ai un micro qui permettra qu'on entende bien vos questions sur l'enregistrement. Alors, ça peut être des questions, mais ça peut être aussi des Des témoignages témoignages. par rapport à ce que vous avez entendu ce matin. Est-ce que vous ressentez, vous vivez les mêmes choses en entreprise? Vous êtes tous apprentis, en tout cas, ou en tout cas, tous avez eu une expérience professionnelle. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous pouvez témoigner de votre vécu en entreprise par rapport à ce qui a été entendu aujourd'hui? Quitte à nous contredire. Quitte à nous contredire, bien entendu, bien entendu. Tout à fait. Alors à qui Thomas. Donc moi c'était plus par rapport à tout à l'heure quand vous avez parlé de séparer le problème et la personne. L'idée c'était si vous pouviez un petit peu nous expliquer comment traiter avec les gens qu'on n'aime pas forcément en tant que manager, et justement comment réussir à faire cette séparation et mettre un petit peu son côté affect, son affect de côté justement pour traiter avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément. Comment faire? Bon, vous m'entendez bien? Oui. Oui, Vous très bien. m'entendez bien, là? Très bien, pas de problème. Ouais. Alors, on a coutume de dire que, notamment, moi j'ai appris ça beaucoup dans le jeu vidéo, une discipline, une équipe est fondamentale. C'est quoi une équipe qui marche bien? Alors, on va sortir tout un tas de poncifs sur qui produit des bons résultats, etc., etc. Une équipe qui marche bien, c'est où chacun aime les défauts des autres. Parce que souvent, dans le défaut de l'autre, il y a quelque chose qui vient vous gratter, c'est quelque chose qui va venir vous gratter et qui est intéressant, qui va vous dire quelque chose en disant, vous faire penser à quelque chose que vous avez volontairement ou pas volontairement oublié. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que les défauts des autres qui vous semblent un frein dans une équipe, en revanche, évidemment si c'est les gros feignants qui font rien, je sors ce truc-là. Parce que moi je pars du principe que les gens sont foncièrement bons. Les défauts des autres vont contribuer à une meilleure fonctionnement de l'équipe parce qu'ils vont faire en sorte que l'équipe puisse être en capacité de traiter tout un tas de choses. Donc ça c'est une première chose. Et deuxième chose, comment on fait pour travailler avec des gens qu'on n'aime pas trop? On a une image qui est ici, qui n'a rien à voir avec la danse classique, qui s'appelle le tutu. C'est-à-dire que employer tu m'embêtes, tu fais mal mon travail, tu m'as agressé, va tuer la relation. Et quand il n'y a pas de relation, il ne peut pas y avoir de travail commun. Donc, le petit truc, alors évidemment, c'est un truc, c'est pas révolutionnaire. Hein. Je vous dis, c'est pas tomber dans le truc de tu m'as agressé, parce que ça, c'est. Vous allez avoir l'autre qui va dire tu m'as mal parlé, parce que c'est souvent comme ça que ça commence. Hein. Dire ben non, c'est toi qui as commencé, tout ça, donc c'est compliqué et on ne peut pas s'en sortir. C'est de commencer ce genre de phrase par je. Je me suis senti agressé. Je vis mal le moment présent. Je suis mal à l'aise, j'ai peur. Parce que là, l'autre, il va être touché dans son humanité. Et il ne peut pas aller contre vous en disant « Mais non, non, tu ne vis pas mal la situation. » Ça, c'est inattaquable. Si vous faites pas votre ressenti est inattaquable. Et vous allez vraiment, vous avez toutes les chances de créer une vraie relation avec cette personne-là. Donc moi, c'est le conseil que je dis pour séparer le problème de la personne, c'est éviter le futur. Et le deuxième, c'est ce que je vous disais, c'est formaliser les problèmes sur un tableau, sur ce que vous voulez. Mais je veux dire, ne pas se retrouver face à face avec l'autre pour parler du problème, parce que sinon on confond le problème et la personne, mais regarder ensemble dans la même direction pour voir le problème sur un mur. Ce que les Japonais ont mis au point et qui marche parfois facilement. Donc voilà comment je pourrais répondre à cette question. Est-ce que ça te convient? Oui, c'était très bien, merci. Oui, et je rajouterais juste que je suis entièrement d'accord, et le fait de formaliser et d'objectiver la difficulté, le problème, ça permet aussi de contrebalancer le fait que si on est un peu dans l'affectivité, parce que si on n'aime pas trop quelqu'un, c'est aussi
le revers de on aime bien d'autres personnes. Et donc, on considère les personnes aussi comme des personnes. Et pas juste comme des numéros, des matricules. Ce qui est pas forcément bien non plus d'être complètement toujours neutre. Donc, en tout cas, moi, je le suis pas. Donc, je vais pas chercher à l'être. Ce qui est vrai, donc, par contre, arriver à dépasser. Et à dépasser ce côté, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime beaucoup, et puis il y en a moins bien. Et à se dire, ok, mais je l'aime bien, mais il faut objectiver aussi pour le boulot, parce que je ne suis pas leur copine, et je ne suis pas non plus leur ennemi perso, et donc il faut qu'on bosse ensemble. Donc le côté rationaliser et revenir à, voilà ce que je ressens moi, et pas voilà ce que tu es toi, c'est effectivement le moyen de contrebalancer le côté émotionnel et affect, l'affect. Et qui n'est pas un mal en soi. D'autres questions peut-être ou remarques? Jomana, Allez. 2 secondes. Moi, c'est pas une question, c'est une remarque. C'est qu'en entreprise, on va pas commencer uniquement en étant manager. Et là, on nous dit il faut bien dire les choses, mais on nous dit pas comment recevoir les choses, parce qu'à un moment, c'est nous qui serons ceux qui font les erreurs. Oui. Alors, ce que dit Jomana, c'est que ce qu'on est en train de dire là, c'est comment faire face à une personne en tant que manager. Mais là, pour l'instant, les étudiants, ils considèrent qu'ils ne sont pas eux les managers et que eux pourraient être dans la posture de celui qui reçoit le tu. Alors, comment réagir à cette situation? Alors, moi, éventuellement, j'ai un exemple. Enfin, une histoire vécue, pareil, chez Danone, là, c'est ma première expérience. Donc, je passe du stade collaborateur de base au stade préparation à être manager. Et je suis en formation sur le terrain. Et donc, j'accompagne le directeur régional qui entraîne un jeune chef de secteur, donc un jeune commercial. Donc, il y a un briefing avant la vente. On accompagne, on se tait, on le laisse faire bien ou mal, on revient. Le DR débrief avec le commercial, renvoie le commercial à sa voiture et il me débriefe moi. Et là, il me demande ce que j'ai vu, perçu. Et à un moment, on finit par arriver à, tu vois, dans le succès, c'est tu as réussi. Dans l'échec, c'est nous avons raté. Et d'une part, c'est absolument, entre guillemets, pas naturel, parce que en plus, quand on est un peu plus senior, on a bien vu tous les feux verts, donc on savait comment, on avait préparé en plus, donc on sait comment il aurait fallu faire, donc on peut dire, bah oui, on l'a préparé et tout, donc c'est notre succès. Et par contre, quand tu t'es vautré, parce que là, t'as pas vu le feu rouge, t'as pas fait machin, c'est tu t'es vautré. Donc le naturel de tous, c'est de dire, nous avons réussi, tu t'es planté. D'ailleurs, ça marche aussi pour le foot. On vient de dire, on a dit, la France a perdu. Et quand on a gagné. On a gagné. Voilà. Donc c'est vrai dans la vie courante, c'est vrai tout le temps. Et là, je me rends compte que, en fait, jusqu'à présent, eh ben, c'est vrai, quand j'étais moi dans la position du collaborateur qui débute, avec mon chef qui m'accompagne, eh ben, quand je me plantais, c'était, bah, écoute, nous, alors là, voilà, nous n'avons pas vu ci, on fait ça, etc. Et bravo, là, tu as réussi. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pour ça que j'avais confiance en lui. Et c'est pour ça que j'ai progressé, c'est pour ça que j'ai pas eu peur. Donc moi, je l'ai appris, première leçon de management. Et c'est vrai que le management, il y en a qui disent on est manager. Bah non, on n'est pas manager, pas plus qu'on est commercial ou on est machin. Il y a quand même des choses où à un moment, il faut prendre conscience de l'effet miroir. Et c'est vrai qu'il y a encore pas mal à faire. Donc il y a des bons vécus et des moins bons vécus. Et un manager qui est capable d'imaginer, de ressentir l'effet de ses paroles, c'est déjà qu'il a bien progressé, quoi. Merci. Stéphane voulait réagir aussi à la question de Jomana. En droite ligne avec ce qu'a dit Laurence, et je reviens, c'est savoir faire preuve quand on commence en fait. Forcément, on commence, on est rarement chef, et tant mieux d'ailleurs. Il faut aussi avoir cette capacité de faire preuve de cette émotion. Et je pense que, et on l'apprend plus tard en devenant manager, il y a le bon moment et la bonne façon de le dire. Parce que on ne dit pas n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quel moment.
Et je pense que c'est ce qu'il faut apprendre en disant quand est-ce que je peux parler quand je sens que je ne suis pas à l'aise avec quelque chose. Et évidemment, il n'y a pas de recette miracle là-dessus. Il y a de l'apprentissage. Il y a de l'apprentissage, et notamment quand on s'est trompé vis-à-vis de son manager, il faut être en capacité de dire tiens, je me suis trompé, je ne t'ai pas parlé au bon moment. Et ça crée de la relation, et ça crée de la confiance, parce qu'en fait, c'est ce que disait Laurence, la notion de confiance est fondamentale entre un manager et un manager. Et je reviens sur ce que disait Laurent, on n'est pas manager, on le devient, ça c'est évident. Et je pense que tout le monde a la capacité de devenir manager. Simplement, c'est pas la même quantité d'énergie qui est consommée. Pour quelqu'un qui a des prédispositions relationnelles, tout ce que vous voulez, il consommera moins d'énergie pour être un bon manager. Pour quelqu'un qui a moins de prédispositions, il y arrivera tout aussi bien, mais il consommera beaucoup plus d'énergie. C'est clair. Merci. Est-ce que ça a répondu, Jomana? Je pense que vous attendiez aussi peut-être autre chose, non? Ouais, mais... Juste repréciser. En fait, j'ai trouvé que la réponse elle était positionnée toujours un peu Et oui. du manager. C'est ça. En fait, je pense que... Je sais bien. Oui. Et Jomana s'interroge sur la façon de réagir et la façon quelque part de se protéger de ce qui peut être dit ou fait par un manager qui ne prendrait pas les précautions nécessaires ou qui se... Voilà. Ah, j'avais pas compris. Oui, moi j'avais compris, mais c'est pas fait exprès, c'est parce que on peut pas contrôler son manager, on peut juste en changer. Et moi c'est ce que j'ai fait un certain nombre de fois, à un moment, je change de manager. Et il faut assumer, si la relation qu'on a avec son manager ne fonctionne pas, ne plaît pas et qu'on trouve pas ses marques, ça fait... il faut changer, c'est tout. Et je crois que il y a un moment, voilà, vous n'allez pas changer votre manager, ça c'est clair. Et donc à un moment, c'est vous qui faites votre vie et qui choisissez ce que vous voulez faire. Mais c'est pour ça que je dis, j'ai pas de réponse pour dire comment faire. Vous pouvez le digérer ou pas. Vous pouvez, donc il vaut mieux pas partir en claquant la porte, parce qu'on retrouve toujours les gens quelque part. Mais à un moment, si la relation vous va pas, si le mode de management ne vous va pas, vous n'êtes pas à l'aise, il faut aller vivre votre vie ailleurs. Alors ça, c'est quand on a un petit peu d'expérience et qu'on a un petit peu grandi, mais je pense qu'au début, c'est un peu difficile. De changer de boulot ? Au contraire, quand on a 25 ans, 30 ans, on prend beaucoup de moins de risques qu'à 50 ans. À 50. Non, en tout cas, C'est vrai. on a moins le courage, je dirais, de faire et la visibilité peut-être pour pouvoir faire. Ok, d'autres interventions ? Oui, bien sûr. Attends. Oui, on peut passer le circuler. Alors bon, ça va être peut-être un peu surprenant dans le cadre d'un master qui nous prépare tous à être des managers de demain. Mais en fait, et ça s'inscrit bien dans la remarque, dans un peu tout ce qu'on vient de dire. On parle de transformation du management porté par le digital. Et plus globalement, moi je me demandais si j'ai quand même le sentiment qu'en France, l'évolution professionnelle, l'évolution de carrière, l'expertise, elle passe forcément par cette notion de management. Alors bon, le management, ça peut être fait à tout niveau, mais par cette notion de management d'équipe, est-ce que justement, on n'entre pas aussi dans une ère où, dans les mesures où on a l'impression que le management va devenir plus horizontal, peut-être plus collaboratif, est-ce que c'est une notion qui finalement est peut-être moins pertinente ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire une très bonne carrière sans forcément s'inscrire sur ces postes-là de management ? De manager, ou est-ce que ça reste quand même quelque chose qui est ancré au moment Bien sûr, bien sûr. Merci. Oui. Je vais essayer de répondre. En fait, je pense qu'il ne faut pas trop mettre de différence entre manager et manager, notamment dans l'entreprise dite digitale, ou l'entreprise qui se transforme et qui évolue avec l'amour, la bienveillance, etc. Parce que si, à partir du moment où les gens sont autonomes, qui dit autonomie ? Je suis le manager de ma propre personne et je suis le manager de mon propre boulot. Donc la notion de cette différence, cette dichotomie
cette opposition entre manager, manager, moi je pense qu'elle a tendance à vraiment s'estomper, à se réduire. Et très rapidement, les gens qui sont embauchés, surtout à votre niveau, très rapidement, vous gagnez rapidement en autonomie et vous devenez, entre guillemets, manager sans vous en rendre compte. Sachant qu'il y a plusieurs façons d'être manager. Vous pouvez être manager, je sais pas, le patron de Sodexo, il a la tête d'un groupe qui fait 300 000 personnes. Donc c'est sûr que c'est pas pareil que d'être manager d'une entreprise de 25 personnes comme moi. Et avant, j'avais 500 personnes. Et après, on peut être manager de projet. Ça peut être un peu transversal, pas du tout hiérarchique. Donc il y a vraiment plusieurs façons de manager, plusieurs types de management, plusieurs postes de management. Et attention à ce manager. On est tous grosso modo manager et manager. Dans les entreprises digitales, par définition, on est tous managers et managers. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ouvrir un peu le débat, je pense que cette notion de limite, on peut la généraliser. C'est-à-dire qu'on vit, je pense, la fin des limites. Vie professionnelle, vie privée, ça s'estompe. On peut le regretter, ça s'estompe. Manager, ça s'estompe. C'est quoi la limite d'une entreprise ? Hyper dur. Maintenant qu'on externalise, qu'on fait des sous-traitants, on a des partenariats, on a des stakeholders, on a des parties prenantes, des parties constituantes. Enfin, vous avez tous les termes qui existent maintenant. Donc la limite de l'entreprise. Donc cette notion de limite, de dichotomie, de différence, de black and white, ça a tendance à... Ça ne disparaît pas, mais ça s'estompe et ça s'hybride, pour le dire un peu différemment. Et donc du coup, ça rend la chose peut-être plus confuse pour vous. C'est vrai qu'avant, quand on a démarré, en gros, l'entreprise, c'était quand même assez hiérarchique, assez organigrammique. Il y avait des cases. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises. Moi, il y a des gens, ils me demandent... des visiteurs, des auditeurs, merci de me donner l'organigramme. Je dis, je n'ai plus d'organigramme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je comprends la question, je comprends le problème derrière la question, mais en fait, il y a peut-être moins de problèmes que ça. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant, effectivement. Vous êtes déjà des managers, en fait. Alors, rassurant d'un côté, moins rassurant de l'autre pour les jeunes, ceux qui commencent aussi, peut-être que pour commencer, j'en sais rien, je dis ça comme ça, on a besoin de cadres, mais au contraire. On pourrait quand même dire que peut-être une expérience de management, à défaut d'avoir une carrière de management, par opposition à la carrière d'expert, par rapport à la carrière de management, qui était effectivement le modèle qu'on avait, nous, il y a 30 ans. Maintenant, ça s'estompe, ça que Camille vient de dire. Avoir, par exemple, dans son parcours, des expériences de management, soit au travers d'un projet, soit au travers de management d'une équipe, quel que soit le domaine, ça confronte à une problématique spécifique et qui forcément enrichit son parcours, même si après on revient à, entre guillemets, un job où on est, entre guillemets, en solo, mais sauf qu'on n'est plus jamais en solo, en fait. Moi, je suis consultante indépendante, je ne travaille jamais seule. Par contre, j'ai plus de management. Et pourtant, il y a 15 jours, 3 semaines, il y a une des jeunes consultantes avec qui je travaille, qui m'a demandé si je voulais faire un 360. Et j'ai passé 2h30, 3 fois le temps qu'elle a passé avec son propre manager pour faire son entretien d'évaluation. J'ai pris le temps parce que ça m'intéressait. Et j'ai joué un vrai faux rôle, sans rentrer dans le rôle du manager, parce que je n'avais pas la légitimité, mais en essayant de faire cette mission d'accompagnement et je suis la senior, donc qu'est-ce que je peux lui apporter, en quoi je peux l'aider à progresser. Donc il y a plein de façons de vivre une expérience de management sans pour autant être dans une carrière dite management. Oui, c'est ça. Alors, Oui, Oui. Stéphane. élément, alors,
un petit clin d'œil sur cette question, en fait, c'est sur la fin du management. Je ne sais pas si vous connaissez un auteur qui s'appelle Gary Hamel. Il a écrit un livre il y a quelques temps, je dirais il y a 7-8 ans, qui s'appelait en anglais The Future of Management, et dont la version française a été traduite par la fin du management. Allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça que ça s'est dit, quoi. Donc en fait, la question que tu poses, c'est est-ce qu'il y aura une fin du management avec des structures horizontales, etc. Avant de faire ce que j'ai fait, moi j'étais dans la marine. Donc c'est marrant, tout à l'heure j'ai fait Laurence, j'étais sur sous-marin. Et sur sous-marin, en fait, c'est une organisation qui fonctionne H24, 7 jours sur 7. Et je suis arrivé par accident, personne n'était militaire dans ma famille, j'avais jamais fait de bateau de ma vie, enfin bref. Je me suis retrouvé à l'école navale comme ça et ma première surprise en arrivant sur sous-marin a été de se dire que la hiérarchie n'était pas du tout celle que je pensais. Moi, je m'attendais à trouver un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef, un sous-sous-sous-chef, etc., etc. Mais ça, quand vous êtes dans des organisations qui sont H24, ça ne marche pas et j'ai découvert ce qu'on appelait la hiérarchie situationnelle. C'est-à-dire que le manager, c'est celui qui prend en charge une opération parce qu'il est le mieux placé au moment qui apparaît le plus opportun. Je vous donne un exemple tout bête. Quand on avait des alertes incendie, le gars qui dirigeait les pompiers était celui qui avait trouvé le feu. Qu'il soit cuisinier, qu'il soit commandant, quel que soit son rôle, c'était le gars qui avait trouvé le feu qui devenait chef. Donc on voit bien ce que disait tout à l'heure Vincent, la distinction entre manager et manager devient plus ténue parce que en l'espace de très peu de temps, vous passez du statut de manager au manager et tout de suite après, vous revenez manager. Donc je pense que, et c'est d'autant plus vrai avec des structures horizontales, pour moi le manager, il est au service de ses troupes, ce qu'on a appelé il y a un certain temps la pyramide inversée, etc., tout ce que vous voulez, mais c'est une relation qui s'inverse un peu. J'ai essayé de le décrire tout à l'heure. Donc moi je crois beaucoup aux inversions de rôle manager-manager en fonction de ce qu'il y a à faire. Mais je crois toujours au management. Je vais rajouter quelque chose. Tout à l'heure, Laurence précisait qu'il y avait aussi dans le tâche du manager des problématiques de prescription, etc. Les rapports de prescription qu'on peut imaginer dans une situation managériale, en fait, ils sont très importants. Et il y a plein de situations managériales où les rapports de prescription sont inversés. Par exemple, il y a eu une étude il y a quelques années maintenant à la RATP où avant la mise en œuvre du système ciel là, qui permet d'avoir les horaires des bus en temps réel, en fait la régulation à la RATP elle était inversée, c'est-à-dire le régulateur il était en train d'attendre les informations du terrain et il prenait les décisions de régulation en fonction de ce que les gens du terrain lui disent. On est coincé sur telle route, dis au gars qui est derrière de ralentir ou un truc comme ça. Et donc en fait on avait vraiment une relation de prescription inversée. Et ces rapports de prescription, en fait, dans les situations managériales modernes, entre guillemets, ils sont à la fois très très présents et en même temps souvent dans un ordre qui n'est pas celui qu'on croit. Et donc ça vaut le coup d'aller regarder ces choses-là. Je parle précisément lorsque vous travaillez des activités de service. Il y a une de vos camarades il y a quelques années maintenant qui travaillait chez Air France Cargo et qui s'occupait de gérer les équipes des équipes commerciales qui permettaient de placer les choses à transporter dans les cargos, dans les conteneurs et dans les avions. Et en fait, c'était typiquement un rapport de prescription assez bizarre, hein, c'est-à-dire que globalement, ils ne cherchaient pas à vendre forcément des places dans les avions, mais ils cherchaient à transporter des produits qui avaient de la valeur. Et donc, résultat, il y avait un rapport de prescription qui s'établissait, mais pas dans le sens où on pensait. C'est-à-dire que finalement, les équipes, elles n'étaient pas motivées nécessairement pour transporter des choses qu'on transporte d'habitude en avion, par exemple, mais plutôt pour être motivées pour transporter des choses qui rapportaient de la valeur pour leur propre efficacité commerciale, entre guillemets. Donc voilà, c'est juste pour faire un parallèle à ces rapports en fait managériaux qui changent avec aussi les évolutions des activités de service. Alors justement, est-ce que
est-ce que ces nouvelles formes finalement de rapports, de relations, de management, elles sont spécifiques aux activités de service ou plus accentuées dans les activités de service, ou est-ce que c'est général, enfin... Alors, moi, pour avoir vécu dans les deux types d'entreprises et avoir fait du conseil dans les différents types d'entreprises, j'aurais tendance à dire oui, même si maintenant, par la digitalisation, les entreprises industrielles sont en train d'apporter des services nouveaux et qui, de fait, vont rééquilibrer. Mais historiquement, si tu regardes, il y a une industrie mécanique ou de process, il y a des méthodes, et à partir du moment où on dit qu'on va produire tel truc, le client, il n'intervient plus jusqu'au moment où le produit est sorti et lui est livré. Dans une industrie de service, le client, il est souvent, il participe à la réalisation du service. Dans un hôtel, le client qui va à l'hôtel, il vit le service d'hôtellerie et de fait, il influe sur ce service. Le coproduit aussi. Et dans le B2B, pareil. Et donc, par définition, c'est beaucoup plus mouvant et fluide. Et donc, il faut avoir une capacité, comme le disait Stéphane tout à l'heure, à prendre des décisions au moment où on y est confronté, sans remonter toute la pyramide pour savoir ce qu'on va faire. Donc, alors qu'une industrie mécanique, on peut donner des ordres qui sont des instructions précises qui se décrivent par des modes opératoires, et c'est comme ça. Alors, c'est de moins en moins vrai, ça se rééquilibre, mais quand même globalement, le fait que le client contribue à la réalisation du service fait que forcément, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Ok, peut-être une autre question. Augustine. Moi, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. En fait, par rapport au fait que je pense que les managers, clairement, ils ont beaucoup de choses à perdre s'ils ne gèrent pas bien leur relation avec leurs collaborateurs. Donc en fait, j'ai deux exemples qui sont assez extrêmes, qui font sens pour moi. Quand j'étais en licence professionnelle, je travaillais pour un tour opérateur pendant 5 mois au sein d'une petite agence de voyage de Vincennes. Et en fait, le directeur, donc le fondateur de l'entreprise, ça faisait 5 ans qu'il était sur le marché. Il y avait énormément de turnover dans sa boîte et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Puis un jour, j'ai dû parler à une chef de produit qui avait 20 ans de plus, une senior, enfin clairement une pointure dans le domaine de la conception de voyage, etc. Je l'ai vue clairement la pourrir en plein milieu devant tout le monde parce qu'elle avait fait une erreur. Donc clairement, cette chef de produit, elle était totalement vraiment en dépression parce qu'il n'arrêtait pas de la harceler, de contrôler tout ce qu'elle faisait. Il passait tout le temps derrière elle pour voir ce qu'elle faisait, comment elle travaillait et tout. Et au final, il y avait pas mal d'arrêts de travail, etc. Donc des voyages qui n'étaient pas vendus. Puis en plus de ça, ça lui a aussi fait une sorte de réputation dans le domaine des voyages, puisque lorsque j'ai travaillé pour un autre tour opérateur après, et que mon chef m'a dit « tu travaillais pour qui ?» et que je lui ai donné le nom de la personne, il m'a dit « ah oui, d'accord, ok ». Parce qu'il savait très bien que c'était quelqu'un de très autoritaire, qui ne considérait pas bien ses salariés. Même moi, j'étais stagiaire, il m'envoyait acheter ses caisses de champagne à l'autre bout de la Seine-et-Marne, alors que je n'avais pas à faire ça. Il me demandait de faire toute la refonte de sa charte graphique, mais par contre, dès qu'il y avait quelque chose à faire, il me demandait de faire les choses qu'il n'avait pas envie de faire, voilà. Puis, donc déjà, il y a eu cette expérience, et après cette expérience, j'étais un peu... j'avais une sorte d'aversion à la hiérarchie, parce que j'avais un peu peur des futures hiérarchies auxquelles j'allais me confronter plus tard, parce que je me suis dit, je ne pourrais jamais travailler avec un manager comme ça, parce que forcément, au bout d'un moment, je claquerai la porte. C'est ce que j'ai fait avec mon stage. Et aujourd'hui, à la SNCF, Pardon, et donc vous avez changé de manager, comme dirait le Voilà, c'est ça. Et quand il est parti et qu'il a appris que j'étais partie chez un tour opérateur concurrent, il l'a regretté. Donc, Too late. Et là, aujourd'hui, à la SNCF, en fait, je suis avec ma N+2, ma manager. Elle n'est pas du genre à contrôler le travail. Enfin, franchement, elle contrôle mon travail toutes les 2 semaines à peu près. Elle me demande ça se passe comment au niveau de tes projets, etc. Mais jamais comme si elle allait Elle me flique jamais, en fait, elle me fait confiance. Par exemple, quand je dois lui dire je dois partir un quart d'heure plus tôt, elle me demande pas de rattraper. Elle me dit si c'est pour ton mémoire, c'est le plus important. Tu fais ce qu'il y a de plus important pour toi. Et par exemple, lorsque j'ai fait une erreur cet été, une grosse erreur avec un prestataire, elle est venue tout de suite à ma rescousse. Elle m'a jamais engueulée concrètement. Elle m'a dit attends, je vais t'aider, on va résoudre ça ensemble, on se pose 1 heure, t'inquiète pas, ça va aller. Et elle a résolu le problème avec moi.
Et donc, au final, là, il y a eu une enquête de satisfaction, entre guillemets, des salariés chez SNCF Gare et Connexion. Et notre unité gare à nous a eu le meilleur score, je crois, de la région parisienne. Parce que, justement, on a cette confiance de notre manager qui n'est pas là tout le temps derrière nous. Et par exemple, quand on a un projet, elle nous dit « Ok, d'accord, on a du budget, on va tester, ça va nous coûter des sous de tester, mais si on ne teste pas, on ne saura jamais. » Ce qui n'était pas du tout le cas de mon ancien manager, qui passait sa vie concrètement à me fliquer tout le temps et au final, plus personne ne voulait travailler. Alors que là, dans mon équipe actuelle, tout le monde est motivé à venir travailler le matin. Enfin, c'est pas, on se sent pas en vacances, mais on sait que on peut aller où on veut dans nos projets et que même si elle nous pose 15 000 questions par rapport à ça pour être sûr de la viabilité, on pourra faire ce qu'on a envie aussi. Merci Augustine pour ce témoignage. Effectivement, on ressent la confiance, le plaisir, tous les ingrédients pour trouver du sens, si on peut dire ça comme ça, à son travail et se lever le matin avec plaisir, quoi. Ah mais c'est vrai qu'entre le manager castrateur qu'on a envie de quitter, quitter. Après, il y a dans ceux qui donnent, il y a aussi des managers qui poussent le bouchon trop loin en disant entre guillemets vite à vie. Et on le voit dans ce cas-là, de temps en temps, c'est un besoin de reconnaissance qui n'a pas de réponse. Et on voit des collaborateurs qui à un moment donné c'est bien gentil, mais en gros la confiance soi-disant, c'est juste pendant ce temps-là ils s'occupent pas de nous et on est laissé à notre, voilà. Donc on fait notre boulot, mais à la limite comme personne ne regarde ce qu'on fait, qu'on le fasse vraiment bien, pas trop bien, machin. En fait, tout le monde s'en fout, donc on n'est jamais mis en valeur, donc on peut pas on peut pas évoluer. Et donc il faut trouver un juste milieu pour aussi arriver à faire valoir ce qui est fait et à aider la personne à progresser. Donc il faut tout l'art est là, et ça que je dis vraiment, c'est à vous de au fur et à mesure de trouver. Quand on trouve le bon manager, à la limite, il faut le suivre, suivre, avancer avec lui. Le temps d'acquérir tout ce qu'on peut, et puis après on bouge. Par contre, si le manager il fait reculer ou pas avancer, faut bouger de suite. Moi j'ai bougé 10 fois, donc je suis placé pour le savoir, et j'ai aussi écouté les conseils de managers qui m'ont dit à un moment proposer un job qui me plaisait pas du tout, et en fait il m'a fait prendre conscience que pour moi c'était bien, donc du coup j'ai pris le job, et je sais que c'est le meilleur conseil qu'il m'a donné. Donc voilà, il faut pour le manager, c'est très dur de trouver cet équilibre-là. Des fois on l'a, des fois on l'a pas. Et on l'a pas avec tout le monde naturellement. Et puis quand on est dans la position de manager, parce qu'on est toujours manager et manager, ça aussi, on se dit, voilà, est-ce que là, qu'est-ce que je défends ou qu'est-ce que je cherche dans les mois qui arrivent ? Est-ce que, tant pis, je fais avec, parce que j'apprends des choses par ailleurs, y compris ce qu'il ne faudra pas que je fasse. Ou alors, ça y est, c'est bon, là j'ai compris et je pars ailleurs. Oui, Stéphane. Petite réflexion sur la question de c'est Pauline qui avait posé pas une question d'ailleurs, mais un ressent. C'est Pauline qui nous a fait part de son expérience, c'est ça? Non, c'est Augustine. Augustine, pardon. Désolé pour les erreurs de prénom. Je veux juste revenir sur quelque chose, c'est-à-dire, indépendamment du champagne que tu avais acheté pour ton gars, qui doit être embêté maintenant, parce que personne ne lui a acheté son champagne, c'est la pression sur les chiffres. Et là, je pense que le manager a un rôle. Quelle que soit l'organisation, le manager va avoir de la pression sur un chiffre, soit financier, soit pas financier d'ailleurs. Je pense que cette pression, il doit savoir en faire abstraction dans sa façon de gérer l'équipe. C'est-à-dire que s'il retransmet tel quel en amplifiant la pression sur le chiffre sur ses équipes, ça ne va pas le faire. On ne sera pas dans une optique de progrès et c'est une équipe qui va avoir du mal à bien fonctionner ou c'est une équipe qui aura de la tension extrême. Pour moi, le manager, il doit garder la pression du chiffre et tout mettre en place pour que ça marche bien. Et ainsi, pour l'équipe, le chiffre ne va pas devenir un objectif en soi, mais va devenir la conséquence d'un travail bien fait.
Oui, et pour rebondir sur cette notion d'objectif, là moi je le vis ces derniers temps, les gens disent on n'a pas d'objectif, donc on ne sait pas ce qu'on attend de nous. Donc en fait c'est hyper frustrant de ne pas avoir d'objectif. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que le raté devienne la catastrophe du siècle si on n'a pas analysé le pourquoi du ratage ou le pourquoi du surclassement total, parce que ça arrive aussi, des fois des objectifs pour X raisons, voilà, le marché se développe pour une raison ou pour une autre, et donc il y a une porte qui s'ouvre et ça change complètement. Donc il faut comprendre pourquoi on est au-dessus ou pourquoi on est en dessous, mais au moins ça donne un point de repère. Et c'est vrai que c'est un peu jouissif quand on a atteint son objectif, éventuellement qu'on a une prime, et qu'en tout cas, voilà. Donc c'est cette notion d'objectif, et l'objectif c'est bien à un moment le management qui va le fixer. Mais avant c'était vraiment très top-down, maintenant on demande de plus en plus aux différents collaborateurs de contribuer à la définition de l'objectif. Bon, ça a toujours une limite, à un moment, c'est bien gentil de ton truc, mais tu vas quand même prendre 20% de plus. mais au moins, il y a cette discussion sur le qualitatif. Voilà. Peut-être ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est que vous rappelez certainement des mécanismes de coordination exprimés par Mintzberg, par exemple, ou en tout cas résumés par Mintzberg. Vous en avez 3, quoi, et on sent bien que la coordination du travail par les résultats, c'est qu'un mode de coordination du travail. Il y a aussi la coordination du travail par par les compétences, par les compétences ou la formation, et puis la coordination du travail par les procédés. Et donc on est vraiment à l'articulation de ces choses-là. Le management, c'est bien effectivement de mettre en œuvre à la fois de la supervision directe, de l'ajustement mutuel, et puis les 3 modes de coordination du travail dont on a parlé. Ce qu'il faut retenir de la remarque d'Augustine, c'est à vous de choisir. Vous êtes au début de votre vie professionnelle. Soyez vigilant dans le choix de votre entreprise, de vos employeurs. Et indépendamment des mutations digitales ou des mutations managériales, il y a des mauvais partout. Donc les surmanagers, ça existe, et ceux qui sont autoritaires, harceleurs, c'est les pires, pinailleurs, etc. Donc vous allez vers des catastrophes pour la boîte et pour les salariés ça peut avoir des conséquences très graves. Vous avez également de l'autre côté les sous-managers, ceux qui laissent faire, laissent aller, qui en font le moins possible, qui tirent la ficelle à eux, mais qui ne valorisent pas leur équipe, etc. Donc tout ce qu'on a dit précédemment est tout à fait juste. Mais le point positif, c'est que vous avez une super formation, vous êtes jeune, vous êtes bien formé, bien motivé. Entre guillemets, vous êtes privilégié. Alors, il y a toujours plus privilégié, mais il y a aussi moins privilégié. Et donc, vous avez la capacité à choisir. Et donc, choisissez bien votre secteur économique, choisissez bien votre entreprise, choisissez bien au sein de cette entreprise le service et le manager qui va avec, sachant que le manager n'est pas éternel. Mais, et puis, si ça ne va pas, partez. Enfin, je veux dire, aucun problème. Oui, parce qu'en fait, on sait toujours... Et vous avez la capacité de rebondir. Et je vais donner l'exemple de mon fils qui a fait une école de commerce, tout ça, il était recruté dans une start-up. Et au bout de 2-3 ans, ça allait pas. Et ou 2 ans même. Donc moi, en vieux con, je lui ai dit non, reste, 2 ans c'est pas assez. Il faut continuer, il faut valoriser, c'est une belle boîte. Mais il ne se sentait pas à l'aise. Et il est parti. Il a démissionné. Mais avec un bon petit CV, une bonne première expérience, moi je disais, oh là là, avec tout ce que je disais dans la presse, c'est une catastrophe, il ne faut jamais démissionner, il ne retrouvera jamais, il va faire 6 mois de chômage. Et il l'a retrouvé assez facilement. Donc je veux dire, vous avez énormément d'atouts. Donc n'hésitez pas à sélectionner, à choisir et à vous barrer. Au bout d'un moment, oui, comme le dit Laurence, changer son manager, c'est quand même très 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 difficile. C'est impossible. Donc partez, changez de service. Après il y a les grandes boîtes, la SNCF, vous pouvez changer de service, changer de filiale.
Les gens qui bougent, n'a pas tant que ça. Hein. Donc si vous êtes mobile, vous bougez, vous avez tapis rouge. Augustine. Il y a quelque chose aussi que je pense, c'est qu'on fait partie d'une génération un peu d'infidèles au travail. Oui. C'est-à-dire que si quelque chose ne nous plaît pas, on aura plus tendance à partir. Par exemple, quand je vois dans ma famille des personnes qui ont à peu près 60 ans, qui sont restées pendant 30 ans dans la même boîte, et je leur ai dit, mais t'as jamais eu de problème ? Bah si, mais je mettais de l'eau dans mon vin, si, mais voilà, je supportais et tout. Et je pense que nous, on a moins cette patience de se dire, ok, je vais attendre un peu et tout. Enfin, et je pense que c'est un vrai challenge pour les managers de s'adapter aussi à notre génération à nous. C'est-à-dire qu'on veut plus vite les choses que nos aînés aussi. On a envie de plus, on veut être challengé en permanence. Et ça, je pense que c'est hyper important pour les managers de respecter ça aussi en fait. Cette volatilité fait partie effectivement de la caractéristique de ces générations, oui, tout à fait. Et qui va conditionner justement le mode de management. Vous nous obligez à être meilleurs, c'est super. Mais attention, dans 2 ans, tu seras manager. Bienvenue au club. Même pas dans 2 ans. Peut-être dans 6 mois. Alors, vous nous donnez une vision effectivement optimiste, hein, très optimiste de l'emploi, de l'avenir, de tout ça. Je ne sais pas si les jeunes partagent cette vision ou ils la... Enfin, je sais pas. Brian, vous n'avez pas l'air d'être très convaincu. C'est tombé sur moi vite. Pas que je suis pas convaincu, c'est juste que surtout dans le marketing c'est assez saturé comme milieu et je pense que bon, après on est quand même assez privilégié vu qu'on a de l'alternance, donc on a une certaine expérience professionnelle, mais je pense quand même que c'est assez compliqué, surtout si on est dans une optique où on peut trouver un mauvais manager et on peut changer d'emploi. Après, pour retrouver quelque chose d'autre par la suite, je pense que c'est assez compliqué quand même. Regardez les statistiques. Hein. Les statistiques du chômage des cadres est hyper faible. Ça n'existe pas. Je crois que c'est 3,5%. 3,5% des cadres sont au chômage. Donc, 3,5%, c'est juste la mobilité. Donc il n'y a pas de chômage des cadres en France. On a des problèmes de recrutement. Donc à partir du moment où on a une formation, et vous avez une formation, à partir du moment où vous avez une formation de qualité, à partir du moment où en plus vous êtes en alternance, donc vous avez une expérience professionnelle, donc je ne dis pas que ça va être facile, rien n'est facile, rien n'est donné, mais vous avez des atouts fantastiques par rapport aux autres. Donc, bien sûr, il faut se battre. Pour avoir un job. Bien sûr, il faut se battre pour quitter un job et en trouver un autre. Mais vous avez des super atouts. Hein, et beaucoup de boîtes, entre guillemets, recrutent. Hein. Et alors, mais soyez mobile. Hein, vous voulez faire du marketing. Marketing, ça marche pas. Il n'y en a pas à un instant T. Faites autre chose. Hein. Faites des projets transverses. Faites du digital. Faites, j'en sais rien, mais de la logistique. Même de la logistique. Il y a énormément de métiers qui recrutent, hein, et puis après, faites votre voix. Hein. Et je pense qu'il y a un point super important. L'an dernier, à ces mêmes rencontres, on a eu la visite de Kevin Abo. Peut-être que vous avez croisé en cours, voilà. Et Kevin Abo était venu nous dire que son métier n'existait pas il y a 2 ans quand il a fait le master et que probablement il disparaîtrait dans 2 ans. Et donc résultat, effectivement là, dans les activités de service, je dirais notamment, le marché de l'emploi, il est tellement flexible, tellement en renouvellement permanent que en fait les opportunités, vous allez les trouver sans arrêt, quoi. Voilà, sous réserve que vous mettiez à travailler dans le bon sens de ce côté-là, quoi. Mais voilà, c'est aussi pour ça que le master essaye de vous donner un peu des compétences génériques qui vous permet aussi d'évoluer dans un monde qui n'est pas celui que vous allez rencontrer dans 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, etc. Et donc ça, c'est vraiment important de notre côté. Émilie d'abord. Émilie, Justement, par rapport à cette problématique, c'est qu'en fait, là, on est un peu en train de se préparer
devenir des managers de métiers dont on n'a pas encore connaissance ou qu'on commence à peine à découvrir ou à creuser. Donc c'est vrai que c'est compliqué et en même temps challengeant, mais il faut qu'on réussisse nous aussi à nous adapter et à être suffisamment ouverts et flexibles à pouvoir changer de secteur d'activité, et c'est pas forcément toujours évident. Quand on a été par exemple tout le temps, toutes nos expériences sont dans le marketing, c'est pas forcément évident d'après changer pour se diriger vers quelque chose qui nous intéresse, qui serait en mouvement, et du coup d'évoluer, de s'adapter. Alors c'est effectivement une difficulté, mais en même temps il faut voir les opportunités qui s'offrent dans ces changements, dans ces situations-là en fait. D'accord, je comprends que vous le voyez comme des difficultés, mais voyez-le plutôt avec cette vision optimiste des opportunités qui s'ouvrent et des boulevards qui s'ouvrent devant vous. Une chance que nous, on n'a pas eu, que d'autres n'ont pas eu. Thomas ? C'est marketing et management des services. Et c'est en ça que c'est encore mieux. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, enfin je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'il y a moins de jobs stricto sensu dans le marketing. Oui. Ça, je pense que c'est vrai. Et que la concurrence est très dure. Et donc, du coup, comme la concurrence est dure, c'est des jobs qui tournent et qui sont plutôt mal payés. Donc, le marketing au sens un peu traditionnel du terme. Mais regardez dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est transversal, dans tout ce qui est management de projet, il y a plein d'opportunités. Hein. Et ne regardez pas que les boîtes qui font l'actualité. Hein. Parce que là, évidemment, si vous envoyez votre CV à Google, ils en reçoivent 1 million, donc c'est pas évident. Mais vous avez plein de PME qui recrutent et qui ont du mal à recruter. Hein. Parce que moi, il y a 4 ans, quand j'ai voulu recruter un responsable marketing et communication dans ma TPE de 48 personnes, là, eh ben, j'ai un peu ramé. Ah ouais. Et j'ai trouvé que des gens qui voulaient faire en fait, vraiment de l'événementiel. Oui. Et qui rêvaient d'aller faire des grands événements dans les piscines et tout ça. J'ai dit non, mais la base, c'est pas ça, quoi. Donc j'ai mis du temps à trouver, en l'occurrence, un marketeur. Oh, c'est un, mais bon. Et donc, je suis pas sûr que ce soit bouché. Le tout, c'est d'arriver à accéder à ces jobs. Et alors après, il y a 2 catégories. Soit on cherche aujourd'hui encore le CV comme nous à l'ancienne, c'est-à-dire dans une très grosse boîte où c'est Danone. Voilà. La question, c'est pas ce que j'ai fait chez Danone. J'étais chez Danone. J'étais chez IBM, ça suffit en soi. Dans une TPE, évidemment, elle n'est pas connue. Donc, on va faire. Et du coup, on aura beaucoup plus de liberté de manœuvre. On sera beaucoup plus autonome. Et on aura plus à apprendre, ça sera différent. Donc après, c'est aussi chacun va trouver à un moment donné l'écosystème dans lequel il est le mieux. Bon, il y a aussi des opportunités qui font qu'on a ou qu'on n'a pas, mais il y a des gens, je dis non, là toi pour l'instant ça c'est bien, va chez Nestlé, parce que c'est comme moi, je suis allé en prépa, je suis pas allé à la fac. À la fac, je pense que je serais parti en live, quoi. Voilà, il fallait encore que je sois vachement drivé. Donc, et puis à un moment, on dit ça y est, c'est bon, voilà. Donc chacun aussi. Est-ce que peut-être, Stéphane, tu peux peut-être parler un peu des étudiants de Rubica là, pour voir, parce que justement ils sont, soumis à ces mutations. Je pense que surtout dans des métiers qui évoluent vite, il faut moins être attentif à ce qu'on a envie de faire qu'à l'écosystème dans lequel on a envie de vivre. Et je pense que c'est le critère numéro 1 de choix de l'entreprise. Le pire du pire, c'est de se retrouver avec un beau boulot, un métier qu'on aime bien dans un mauvais écosystème, alors que se retrouver dans un écosystème qu'on aime bien avec un métier moyen, on progressera beaucoup plus. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, j'ai découvert dans cette école l'inexistence du CV. C'est-à-dire, chez nous, le CV n'existe pas. Alors au début, je regardais ça d'un œil un peu curieux, je dis mais comment peut-on trouver un boulot sans CV? Et en fait, ils n'ont pas un CV, ils ont ce qu'on appelle un portfolio. Qu'est-ce qu'un portfolio? C'est un petit livre des réalisations qu'ils ont faites. Et en fait, sur un CV, vous dites ah bah tiens, je suis bon en Excel. Enfin, je prends un truc basique. Hein. Ok, n'importe qui est capable de marquer je suis bon en Excel. Quand vous êtes un artiste, vous dites bah je suis bon en dessin. Bah non, il faut pas le marquer, il faut montrer vos dessins.
Et je pense qu'il y a une réflexion qu'il faut avoir, notamment dans les CV, c'est de se dire, non pas dire ce que vous savez faire, mais montrer ce que vous avez fait. Alors, c'est moins évident chez vous que chez les artistes, mais chez les artistes, je vois que ça marche très très mal, et ça marche très très bien, je veux dire. Et ça marche tellement bien que les artistes, on leur demande jamais l'école qu'ils ont faite, à notre grande dame d'ailleurs, on leur demande de montrer leur portfolio personnel, et on les prend ou on les prend pas, basé sur ce portfolio-là. Donc, je pense que c'est une réflexion que vous pouvez avoir en disant comment au fil de vos expériences, vous pouvez montrer ce que vous avez fait et prouver ce que vous aimez bien faire. Parce que si vous l'avez fait, si vous avez pris du plaisir, c'est que vous l'avez bien fait. Et si vous avez pris du plaisir, c'est que c'est un écosystème dans lequel vous aurez continué envie de travailler. Et ça, les étudiants en art digital, parce que nous, c'est ce qu'on fait, ils l'ont bien compris, ils ont une avance sur les formations un peu plus classiques. Montrer ce qu'on a fait et montrer ce qu'on aime faire. Après, il faut juste que les vieux cons comme nous, au recrutement, on accepte ça, et c'est vrai que c'est en train de changer. Mais je serais ravi de recevoir un portfolio. Oui, mais c'est pas encore traditionnel, c'est vrai que voilà. Non, mais c'est bien comme. Et je pense qu'il faut changer là-dessus. Ouais, hein. ouais. Et c'est vous qui allez nous faire changer, vous les jeunes. Parce que nous les vieux, c'est trop tard. Et les jeunes, c'est vous qui allez nous faire changer en disant voilà ce que je vous présente. Et je vais compléter également. Il faut faire une réflexion personnelle sur ce que vous avez envie de faire. Parce que par exemple, devenir manager, c'est pas un objectif, ça. Aucun intérêt. Être digital marketing officer ou je sais pas quoi, c'est pas un objectif, ça. Donc qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein, on parlait des émotions. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin et d'aller au boulot? C'est ça qu'il faut rechercher. Il y a des gens, je sais pas. J'ai rencontré des gens dans ma vie, ils voulaient aller dans l'hôtellerie. Et donc ils étaient attirés par un secteur économique, qui en plus est plutôt intéressant, qui bouge beaucoup, et qui propose énormément d'opportunités, qui est en grande mutation, etc. Et donc voilà, c'est ça qui les animait. Alors après, ils y arrivent pas, mais il faut avoir son truc. Il ne faut pas viser le titre, le poste, le nombre de personnes managées, ça vient plus tard, ça. Choisissez plutôt un secteur économique, choisissez une problématique. Une entreprise, mais dans laquelle vous savez que vous allez être à l'aise, hein, avec les réseaux sociaux, c'est quand même hyper facile de filtrer et d'éviter les harceleurs. Et donc c'est ça qui est hyper important, surtout sur les premiers et deuxièmes jobs. Hein, donc il faut acquérir des compétences, se faire du networking, apprendre des trucs, hein, parce que objectivement, maintenant c'est la formation tout au long de la vie, donc il faut trouver, surtout dans les premiers jobs, des jobs qui sont formateurs. Vous apprenez des trucs, vous apprenez un secteur économique, vous apprenez le yield management, vous apprenez je sais pas quoi, peu importe à la limite, mais quelque chose qui vous fait vibrer. Hein, et il n'y a que vous qui pouvez réfléchir à cette question-là. Et donc vous embarquez pas, choisissez pas l'hôtellerie parce que on vous propose d'être manager de machin, digital bidule, si l'hôtellerie ne vous passionne pas. Hein. Attention à ce genre de valoriser le contenu et pas le contenant, hein, pour le dire très simplement. Et le corollaire de ça, en fait, serait... Tu avais terminé, Vincent, pardon. J'ai terminé. Le corollaire de ce que dit Vincent, je vais employer une image technique de tennis et je demanderai à vos intervenants de se fermer les oreilles. C'est qu'en fait, pour le tennis, ils peuvent laisser les oreilles ouvertes, c'est après qu'il faut. Quand vous regardez des grands joueurs comme Federer ou Nadal, vous regardez ce qu'ils disent sur leur entraînement. Et en fait, ces gens-là ne s'entraînent, je pousse un tout petit peu le trait, mais c'est ce qu'ils disent, que là où ils sont les meilleurs. Et sur là où ils ne sont pas les meilleurs, ils essayent de faire un peu le minimum syndical. Et moi, c'est bien l'image que je vois chez la formation ici de nos étudiants, c'est qu'en fait, ils travaillent comme des fous là où ils sont très 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 bons, pour être encore meilleurs. Et pourquoi ils sont très très bons? Parce qu'ils y prennent du plaisir. Et ils font le minimum syndical là où ils sont pas très bons, parce que d'abord ils y prennent pas de plaisir et donc globalement ils font des progrès à la marge. Et ils se disent de toute façon, comme je serai dans une équipe, mon point faible il sera compensé par le point fort de quelqu'un d'autre. Donc mon conseil là-dedans c'est
ne vous formez que sur vous aimez et laissez tomber le reste. Je ferme la parenthèse et vos intervenants peuvent réouvrir leurs oreilles. Ah bah non, mais travaillez vos talents, ça c'est clair. Travaillez vos talents. Voilà, cultivez vos talents. Ouais, ça c'est clair. Oui. Ça me paraît. Oui, Thomas. Oui, je voulais juste revenir sur la partie recrutement, justement, cap manager et qui recrutait des gens. Vous encouragez donc d'avoir un discours sur ce qu'on veut faire, vous encouragez la mobilité, mais si vous êtes face à un jeune comme ça qui cherche son deuxième job, qui justement a eu un premier job avorté, que ce soit période d'essai ou moins d'1 an, et à cause de quelconque raison, soit ça ne lui plaisait pas, soit il est tombé sur un manager ou un mode de management qui ne lui plaisait pas. Comment vous faites, est-ce que vous conseilleriez de rester 1 an ou 2 histoire d'acquérir quand même de l'expérience et de tenir le coup malgré tout, ou est-ce que justement vous pénaliseriez quelqu'un qui est parti trop vite et qui justement un petit peu fuit à la moindre difficulté en fait? Est-ce que vous conseillez quand même de tenir le coup même si on tombe sur quelqu'un ou quelque chose qui ne nous plaît pas, histoire d'avoir quand même du crédit pour le deuxième job, ou est-ce que vous seriez quand même à l'écoute de quelqu'un qui a des raisons valables et qui a quand même un discours solide même s'il a eu que 3 mois dans son premier job? Bon, je vais répondre. Les vieux cons sont pas si cons que ça. Donc, on sait pertinemment qu'il y a des accidents dans la vie. On en a eu. Donc, des expériences ratées, des expériences courtes, des mauvaises orientations, hyper fréquents. Il faut juste l'expliquer de manière authentique et directe. Et si jamais c'est mal pris, super, il faut surtout pas aller dans cette boîte. Après, si tous les 6 mois ou tous les ans, il y a un problème et vous avez un CV ou un portfolio avec des images qui dit en gros, tous les 8 mois, j'ai un problème avec cette boîte et je m'en vais. Oui, là, ça va poser un problème au recruteur parce que une mauvaise orientation, ça arrive. Tomber sur une entreprise avec un harceleur professionnel, ça arrive. Je voulais faire l'hôtellerie, finalement je suis déçu, c'est pas l'hôtellerie qui m'intéresse, c'est la logistique chez Danone. Tout ça, ça se comprend. Après, il faut pas, entre guillemets, répéter, non pas les mêmes erreurs, parce que ça vient pas nécessairement toujours de vous, mais la même situation N fois, là ça va faire paraître bizarre, et il faut justement se poser la question sur vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça, peut-être que tous vos supérieurs sont pas systématiquement des harceleurs et qu'il faut entre guillemets changer de secteur, changer de métier ou en tout cas se remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu une réponse à double volet. Moi je suis 100% d'accord. Il y a quand même un truc un peu culturel en France qui commence à évoluer, mais je sais que moi quand j'ai fait mes études il n'y a pas encore, maintenant ça fait peut-être 15-20 ans, il y avait un truc qui était super mal accepté, c'est que par exemple on prenne une année de césure. Et aujourd'hui ça commence à entrer un peu dans les mœurs, même si c'est pas comme dans les centres de formation anglo-saxons, quoi. Mais l'année de césure c'était un peu, vous avez pris une année de vacances, quoi. C'est un peu l'idée. Mais même si c'était ça, moi j'ai des copains qui sont partis faire une année de césure et qui ont fait un tour du monde. C'est apporter de la valeur à la fois à la vie, à l'expérience, etc. Et donc ça ne veut pas dire que ça soit mauvais. Mais je pense que effectivement aujourd'hui on commence à approcher la vie des gens plutôt dans un angle un peu moins académique entre guillemets, ou un peu moins formel de ce côté-là. Parce que l'expérience des gens à faire quand on va rencontrer des gens autour du monde, peut-être que ça aide à mieux vendre des yaourts par exemple, si on prenait l'exemple de Laurence tout à l'heure, parce qu'on a abordé une nouvelle culture, une expérience particulière, et c'est ça qui fait la richesse aussi de votre profil de ce côté-là. Les césures, c'est pas un problème, le licenciement, c'est pas un problème, le chômage, c'est pas un problème. Si c'est un problème, n'y allez pas. Il y a 300 000, je crois, 350 000 transactions en France par an. Énorme. Donc tout le monde a été viré ou sera viré un jour ou l'autre. Il n'y a aucun problème.
pour le manager, pour le manager, on est tous pareils. Donc c'est plus un problème. Ou si c'est un problème, c'est vraiment old school. Hein. Le type, Oui, il a pas compris. ou qu'il y a autre chose, ou qu'il y a autre chose et que dans ce cas-là, il ne faut pas y aller. Ouais. Très bien. Et D'autres. juste une remarque pour répondre. Je pense pas qu'il faut rester suffisamment longtemps pour faire plaisir sur ton CV. Faut que tu te demandes, faut que tu te poses la question, tiens, est-ce que j'ai appris de cet échec-là? Et moi, c'est la question que je pose pour des gens qui ont eu un peu une expérience courte ou une série d'expériences. C'est là, finalement, qu'est-ce que tu as appris? Il faut juste rester suffisamment longtemps pour apprendre. Alors j'aurais presque, il y a aussi, qu'est-ce que tu as appris de cet échec-là, mais surtout, et qu'est-ce que tu as appris dans cet échec? Pas de cet échec, mais dans l'échec. Moi, je sais que j'ai passé 4 ans dans une boîte parce que j'estimais que j'y apprenais des choses et que je découvrais quelque chose que j'avais pas vu jusqu'à présent. Et pourtant, mon patron direct, le patron de la boîte, était un pervers, narcissique, misogyne. J'ai mis 2 ans T'as tenu 2 ans. J'ai mis 2 ans à me rendre compte vraiment que c'était ça. Et après, j'ai encore tenu 2 ans. Un an oui, et puis l'autre année, c'était un peu plus difficile. Mais je voulais partir à un moment où moi, j'estimais que j'étais arrivé au bout de ce que moi, je voulais faire, malgré cette difficulté-là. Ça m'a coûté un peu, voilà, mais un peu cher. Mais voilà, j'ai pas appris de l'échec, j'ai appris malgré cette difficulté-là. Et tant que j'estimais que à la fin de l'année, à la fin du semestre, à la fin de la journée, malgré tout, ça valait la peine de retourner bosser le lendemain, bah, ça va, quoi. Donc ça peut être difficile. Et le tout, c'est la balance, quoi. La balance, elle va de quel côté? Ok. D'autres interventions, d'autres questions, interrogations? Non? Bah, écoutez, on va clore la séance. clore la séance, voilà. On va possible. surtout remercier nos invités. Vas-y, Mathias, si tu veux. Oui, voilà, on vous remercie au nom du Master MMS, donc Marketing et Management des Services, d'être venu ce matin et de nous avoir fait profiter de votre expérience, de votre expertise et bien sûr d'avoir pu dialoguer avec nous, quand je dis nous, les étudiants, l'équipe pédagogique représentée par nous là pour le coup. Et puis donc on vous remercie encore beaucoup. Sachez que le Master MMS fête cette année ses 20 ans et que donc voilà, si jamais vous voulez venir à la cérémonie ou à l'événement qui est organisé par les étudiants aujourd'hui, il faudra nous le dire, c'est le 26 juin prochain, voilà. Voilà, merci de réserver la date. Hein, voilà. Si, Save the date. Vous êtes bienvenus. Voilà. Et puis l'année prochaine, il y aura une 3e rencontre des Masters MMS avec la nouvelle promotion. Et voilà, vous êtes cordialement invités, tous les 3, bien sûr. Alors, soit à participer de ce côté-là, soit être dans la salle comme vous le souhaitez, en fonction de la thématique retenue. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.